Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. Je crois que ce qui me fascine le plus avec les plantes, c'est les tas de façons de les multiplier à l'infini. À partir des branches, des graines, des pépins, des noyaux ou même des racines parfois d'un seul végétal, on peut en faire pousser des dizaines, voire des centaines. C'est gratuit, souvent c'est pas trop compliqué et c'est hyper satisfaisant quand ça marche. Cet hiver, j'ai semé par exemple quelques graines d'un fruit encore très rare en France qui s'appelle le feijoa. Certains comparent son goût à celui de la goyave, de la fraise ou de la banane. Moi, je sais juste que j'ai trouvé ça excellent et c'est pour ça que j'ai voulu semer ces graines. Elles ont presque toutes germé, j'ai eu de la chance. En fait, c'est une plante qui supporte très bien nos climats, même si apparemment elle fait surtout des fruits au sud de la Loire. On va voir ce que ça donne sur ma terrasse. Dans tous les cas, moi, ça m'a rien coûté, donc c'est forcément une expérience intéressante. L'icône de ces plantes à la fois exotiques et rustiques, c'est sûrement un arbre qui s'appelle l'aziminier. Pareil, c'est un fruit qui est super bon, super résistant. Les rares personnes qui l'ont goûté l'adorent, mais on le transporte mal. Donc, pour en manger, il faut un arbre à proximité. Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas des gens malins qui auraient fait avec l'aziminier ce que moi j'avais fait avec le feijoa. Et c'est comme ça que je suis tombé sur Clément, via le site Le Bon Coin. En discutant avec lui, j'ai compris que ce jeune homme de 22 ans a non seulement semé des graines d'aziminier, mais surtout qu'il consacre une bonne partie de son temps à semer et à bouturer les végétaux qu'il croise. La suite, c'est lui qui nous la raconte. Bon, on entend pas mal parler de l'aziminier là depuis quelques temps. C'est des fruits un petit peu exotiques et puis un peu à la fois nouveaux. Et donc, vu que moi tous mes arbres là, en ce moment, j'essaie de les faire un maximum de semis. Donc j'essaie de parcourir les parcs, les jardins et puis surtout aussi avec les contacts que je peux avoir. Et donc avec ça, j'arrive souvent à trouver beaucoup de graines, n'importe quel arbre. Et donc c'est vrai que j'ai réussi à trouver de l'aziminier comme ça. Et puis après, voilà, on lance le semis et puis c'est comme ça qu'on arrive ou pas à avoir des plantes. Hein. Est-ce que tu te souviens exactement où tu les as trouvées, ces graines-là en particulier ? Alors j'en avais reçu de quelqu'un sur un forum. Et les autres, j'avais dû les récupérer, je pense, sur Lyon, ou je crois au jardin botanique, ou quelque chose dans le genre. Et je sais plus exactement. Ouais. Après, je sais que j'en avais reçu un bon paquet d'un ami maintenant, qui me les avait envoyés. Et concrètement, si tu l'as trouvé dans ce parc à Lyon, ça veut dire que tu te balades dans le parc, tu vois un fruit, tu le manges discrètement et tu prends les graines, tu fais quoi en fait ? Ouais, voilà. Alors moi, c'est vrai que j'avais pas mal de contacts sur Lyon. Alors faut toujours préférable de demander s'il y a un jardinier ou quoi dans le coin, dans le jardin botanique. Après, si c'est dans le parc, c'est moins, ça peut être plus simple, hein. Après, il faut savoir, c'est des fruits, souvent sauf dans le jardin botanique, mais sinon dans les parcs, etc., les fruits, ils les ramassent pas. Donc ça, on peut trouver le fruit et puis ramasser les graines comme ça. Mais sinon, c'est des choses qui peuvent intéresser des fois dans les jardins botaniques. Moi, j'ai pas mal de contacts dans les jardins botaniques, mais le mieux, c'est de demander. Souvent, ils sont très, très contents de pouvoir partager ou quoi, et il y a pas de souci pour ça, ouais. Et ensuite, avec les graines, tu fais quoi ? Et ensuite, alors, ce qu'il faut savoir sur tout ce qui est les arbres et les arbustes, c'est souvent des graines qui peuvent mettre du temps à germer par rapport à de la courgette ou de la tomate. Et surtout, en fait, elles ont besoin d'une période de froid. Donc, c'est pour ça, en fait, souvent, ce que je reproduis souvent, c'est comme dans la nature, de toute façon. Les graines, elles tombent par terre, donc elles tombent souvent à l'automne. Et donc, moi, ce que je fais, mes graines, je les sème, donc, à l'automne. Donc, je prends un pot, concrètement. Alors, pour tout ce qui est les arbres, les arbustes, il faut prendre souvent des pots assez gros parce que souvent, ça a un fort développement dès le printemps et puis pendant tout l'été. Et puis ça peut faire des très très grosses racines. Donc il faut que le semis tout de suite il ait la place de se développer. Donc par exemple. Donc tu prends un pot de quelle taille à peu près ? Alors moi je sais ce qui fait les petites racines ou je sais que ça n'a pas un gros système racinaire. Je prends un pot qui fait 13 de haut par 13 de large et 13 de côté. Ça peut même mettre une petite quinzaine de graines. Et puis comme ça elles peuvent germer tranquillement et passer toute la saison dans le même pot quoi. Il n'y a pas besoin de les rempoter en cours de saison. Par contre, par exemple, il y a des particularités, notamment l'aziminier, ou même les chênes, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tous ces arbres, en fait, qui ont un système racinaire qui se développe très très fort dès la saison. Ça peut faire une pousse de 25 ou 30 cm de racines. Et c'est des racines pivots, donc qui sont très importantes. Elles ont besoin... Des fois, il faut des pots qui soient au moins 30 cm de haut, quoi. Et tu mets quoi comme terre et est-ce que tu mets du sable dans tes pots ? Tu mets quoi dans tes pots ? Alors moi, ce que j'utilise, parce que c'est plus simple. Alors les mélanges de semis, il en existe plein. Tout le monde fait différemment, etc. Moi, ce que j'utilise souvent, c'est un mélange de terreau.
c'est du terreau de pépinière que je trouve dans la pépinière où je suis. Et donc je remplis de 3/4 mon pot avec le terreau. Ensuite, je mets une petite couche de sable. Alors ça, sable, peu importe, sable de rivière, sable. L'autre coup, j'ai pris du sable de filtration pour les piscines. Cette année, j'en ai refait aussi à l'automne où j'ai repris du sable de filtration de piscine. Et ensuite, je mets les graines. Donc voilà, donc je mets sur la petite couche de sable. Et ensuite, je viens recouvrir encore une dernière couche, recouvrir les graines avec le sable. Ça va permettre en fait. Ça sert à quoi le sable en fait? Eh ben, le sable, ça va. Après voilà, comme je dis, chacun fait comme il veut. Pour moi, je trouve que vu que j'ai le terreau en dessous qui retient pas mal l'eau, garder les graines dans une petite couche de sable comme ça permet d'éviter en fait déjà qu'elle soit trop. Si j'arrose trop à un moment ou s'il y a une graine qui a besoin de moins d'eau, elle sera toujours un petit peu moins dans l'eau en fait. Le sable, vu que ça va bien filtrer, tu vois, elles vont pas baigner dans l'eau si j'arrose trop. Et surtout, en fait, ça va avoir un effet d'abîmer un petit peu la graine. Ce qu'il faut savoir, c'est que la graine, elle a une petite enveloppe, ce qu'on appelle le tégument autour. Et en fait, pour que ton arbre, il sorte, il faut que la graine qui est à l'intérieur, il faut qu'elle puisse casser l'enveloppe, en fait. Et donc, le sable, ça va avoir ce côté un petit peu abrasif, qui va permettre, en fait, de pouvoir faire lever ta graine, en fait. Donc, ça va, éviter la pourriture de la graine, et 2, permettre de casser un petit peu le tégument, la petite enveloppe de la graine, avec ce sable qui est un petit peu abrasif. Et donc sur les photos que tu m'as envoyées, on voit que tu sèmes comme ça chaque année à l'automne des dizaines et des dizaines de graines dans plein de pots. On les publiera dans notre newsletter les photos, mais on voit que le avant-après, on voit que ça devient vraiment une espèce de rangée avec plein de pousses de plantes différentes. Ouais, c'est vrai que c'est le côté un peu. Je suis un petit peu maniaque et un petit peu tout est droit et tout est carré. Ouais, parce que tu mets des étiquettes surtout pour bien te retrouver, etc. Ah ouais, faut identifier, oui, bien sûr, parce que alors. C'est quand même du boulot de s'occuper de semis comme ça. Ah oui, ça c'est vrai que c'est pas mal de boulot. Alors c'est du boulot de semer, je veux dire, pas tant que ça, mais c'est surtout après, parce que après donc il faut quand même suivre l'arrosage pendant toute la saison. Donc ça veut dire que même des fois l'été. C'est difficile de partir 3 semaines en vacances. Il faut quand même quelqu'un qui soit là pour arroser un petit peu. C'est quoi, c'est plusieurs fois par semaine qu'il faut arroser? Ouais, cet été par exemple où il a fait très très chaud, ouais, il faut arroser tous les 2 jours. Une fois tous les 2 jours, il faut passer. Puis alors quand on a des grosses quantités, ça peut prendre des fois au moins 1 heure d'arrosage. Mais oui, ça peut prendre du temps. Mais le temps aussi qui est... Après, ce qui est compliqué, c'est que ces pots-là, c'est terrines, par exemple. Dans une terrine, un pot qui fait 13 par 13, si tout lève, je peux avoir une vingtaine ou une trentaine de plants dedans. Ce qui veut dire que l'année d'après, tous ces petits plants, comme tu as reçu la siminier en godet, tous ces petits plants, faut tous les rempoter un à un dans les godets. Donc ça prend plus de place après. Le godet, c'est un pot en plastique, mais où tu peux mettre une seule plante, quoi, c'est ça? Voilà, donc il sera là pour le coup, les godets ils font souvent 9 cm par 9 cm par 10 de haut. Donc ils sont plus petits que la terrine, mais on va mettre qu'une seule plante. Et par contre, on va se retrouver au début avec une petite terrine qui fait 13 par 13 avec une vingtaine de plantes, et puis après on va se retrouver avec 20 godets. Donc là, ça fait beaucoup de travail à rempoter, et puis surtout après, ça fait encore plus de travail à arroser, quoi. Après, faut l'élever la plante. Mmh. Donc ensuite, on passe du godet, ensuite on va passer encore d'un pot plus gros, un pot plus gros, un pot plus gros, etc. Jusqu'à qu'on puisse replanter la plante dans le jardin où on veut, ou l'échanger avec quelqu'un, ou en faire ce qu'on veut, quoi. Mais toi qui fais ça maintenant depuis quelques années, tu te retrouves avec une quantité énorme de plantes différentes chez toi que tu as produit quasiment gratuitement, quoi. Exactement, ouais, tout à fait. Ouais. Alors, hormis un peu le terreau et le sable, après voilà, on peut toujours se trouver. Il y en a qui font des mélanges de terre, etc. Mais oui, après on se retrouve. Cette année, par exemple, tu vois, cet automne, j'ai fini le week-end dernier là. J'ai semé 200 terrines de semis, donc dedans avec plusieurs dizaines de graines. Donc là, au printemps, ça va tout lever. Au printemps d'après, il faudra encore tout rempoter. Donc on se retrouve. Ouais, c'est des milliers de plantes, quoi. L'année dernière, j'ai dû rempoter à peu près 800 godets, je pense, à peu près. Après, il y a souvent, ça sert à rien. Des fois, j'ai des terrines où j'en ai 25-30 qui lèvent. Là, je prends les 10 plus beaux et puis le reste, je le donne s'il y en a qui en veulent à des amis ou quoi. Et sinon, le reste, malheureusement, on est obligé d'y mettre sur le tas de compost, les plus moches ou quoi, parce qu'on peut pas tout garder. Après,
c'est quand même une gestion qui est quand même très très importante. T'es pas débordé par toutes tes plantes là? Si, un petit peu, non, ça va. Faut savoir. Après, le problème, c'est que c'est la passion, donc des fois on se dit bon, bah, faut en faire moins, mais cette année, vu que donc je sème souvent dans le jardin des parents pour l'instant, parce qu'ils ont encore du terrain, mais cette année je devais en faire moins, puis tu vois, j'en ai fait plus, donc parce que j'ai fait mon voyage en Chine, parce que j'ai ramené beaucoup de graines. C'est-à-dire que toi, t'es allé comme ça pour un voyage de tourisme en Chine, mais t'en as profité pour ramener plein de graines qui t'intéressaient, ça? Ouais, tourisme déjà, plutôt orienté plantes, ouais, non, j'étais déjà sur un voyage, j'étais parti dans l'optique quand même d'aller voir la flore là-bas, quoi. Mmh. J'y suis allé avec des passionnés comme moi de plantes et on a passé 3 semaines dans la région du Yunnan à aller voir en nature, aller récolter des graines, etc., etc. Puis aujourd'hui, ont été semés là il y a 15 jours. Puis j'espère sortiront quelques-unes au moins au printemps, parce que oui, après, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les graines ne germent pas tout de suite ou ne germent pas. Hein. Il n'y a pas que du 100% succès. Hein. C'est quelque chose, le semis, c'est assez aléatoire comme mode de multiplication. Hein. C'est vrai que des fois, on peut semer 20 graines, on aura 20 jeunes plants. On peut en semer 20, on n'en aura que 5 ou 0. Et comment t'as choisi justement d'aller en Chine, dans le Yunnan, et comment t'as choisi les endroits où t'allais choisir des plantes? Là, pour le choix, alors ça a été un voyage un peu organisé, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine, on est quand même il y a beaucoup de plantes de nos jardins qui viennent de Chine. Et c'est vrai que c'était mon premier voyage, on va dire, botanique, où j'ai pu découvrir comme ça la flore avec d'autres collègues. Et le choix s'est fait parce que d'autres personnes avaient déjà choisi de faire la Chine et puis là ils y retourné une deuxième fois, ils m'ont proposé et puis j'ai dit allez go. Hein. Et du coup voilà, ça s'est fait comme ça. Et vous vous baladiez la journée dans des parcs, dans des jardins, vous faisiez des randos? Hein. Ouais, on a fait le jardin botanique et puis surtout après on est surtout monté en pleine nature, quoi. C'est assez impressionnant de voir des plantes en pleine nature. Des arbres qu'on voit dans nos jardins qui font 10-15 mètres et puis là-bas ils étaient en pleine forêt et puis ils faisaient 25 mètres de haut, enfin des choses où on n'imagine pas la taille que ça peut faire quand on les plante dans nos jardins et quand on les voit en nature. Ouais, c'est assez impressionnant, c'est surtout de les voir en nature, ouais. On est monté sur des monts. T'as vu quoi par exemple? On a vu des Cornus controversa, c'est le cornouiller qui fait des grands plateaux, des grands étages là, ça on en a vu qui faisait 25 mètres de haut en pleine nature. On a vu des camélias en pleine nature aussi, des espèces botaniques qui sont en pleine forêt puis qui font 15 mètres de haut. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Des chênes, des choses persistantes, enfin plein de choses qu'on voit ici dans nos jardins, qui sont classées en plantes rares et puis là-bas qui sont d'une chose très très banale, quoi. On voit partout, quoi. Comme si nous on se baladait en forêt, sauf que là-bas on voit des plantes qu'on cultive en pépinière ici, quoi. Et t'as pris quoi comme graines? Qu'est-ce qu'on a pris? Un peu de tout, ça a été un peu la moisson, hein. C'est vrai que on était assez impressionnés partout. On a ramené pas mal d'érables, on a notamment des érables persistants, on a pris beaucoup de chênes, des fusains, des choses, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Ouais, plein de choses très très diversifiées, hein. C'est pour ça que c'est très important quand je fais mes semis, il y a toujours une étiquette par pot parce que souvent j'ai pas des grosses quantités de graines, mais c'est surtout c'est de la variété sur les 200 pots que j'ai fait là, il y a peut-être 180 espèces différentes. Et qu'est-ce qui te motive à faire tous ces semis? Pourquoi tu fais ça? Je sais pas, c'est le côté passion, je pense je suis passionné par les arbres et les arbustes et d'autant plus par la multiplication en fait, les voir se développer, voir partir, des fois semer des toutes petites graines qui sont pas plus grosses qu'une tête d'épingle. Et puis voir que en un an, ça fait déjà 25 centimètres. Et puis on se dit que dans 10-15 ans, ça fera 10-12 mètres. C'est quelque chose qui est assez incroyable, quoi. Et puis ouais, le fait de multiplier. Et puis ça apporte plein de choses aussi. Ça permet de pouvoir partager aussi la multiplication. Enfin, semer comme ça coûte rien. Et puis ça permet d'échanger et de créer plein de contacts. C'est comme ça que j'ai créé pas mal de contacts avec des gens, juste en échangeant des plantes, tout ça. Puis maintenant, c'est devenu de très très bons amis. Et puis comme ça qu'on part après en voyage, qu'on va visiter leur jardin, etc. Donc ça coûte pas grand chose et ça apporte beaucoup, donc c'est vraiment sympa. Et puis ça permet de se rendre compte aussi des plantes, de leur développement, comment ils sont. Ça permet de toujours apprendre et être au mieux de la plante, quoi. Est-ce que tu te souviens de la première plante que tu as semée? C'est vrai qu'au début, je semais un petit peu de tout, mais vraiment les premiers, j'ai commencé à réellement semer comme ça mes arbres et mes arbustes. J'avais fait une petite série, il y avait 3 choses. Il y avait du ginkgo biloba,
l'arbre aux 40 écus. Il y avait du Tetrabium danielii, qui est l'arbre à miel. Ça, pour les apiculteurs, qui est vraiment super. C'est une plante vraiment superbe. Ça fleurit au mois de juin et les abeilles s'en régalent. Et puis, il y avait du Gleditsia triocanthos, le césier d'Amérique, qui est pareil pour les abeilles super mellifères, super. Et qu'aujourd'hui, les arbres sont vraiment jolis. Là, ils commencent à faire à peu près 1 mètre. En fait, Ils ont quel âge? 4 ans. 4 ans. Bon, 4 ans. Ouais. J'ai réellement commencé à semer des arbres et des arbustes comme ça. Ça fait à peu près 4 ans. Et donc, toi, t'as reçu une formation de pépiniériste. Est-ce que tu penses que ce que tu fais, c'est accessible à tous, ou il faut quand même vraiment avoir un niveau technique pour y arriver? Non, je pense que c'est accessible à tous. C'est vraiment quelque chose de, je vais pas dire de simple, parce qu'il y a quand même, il y a des connaissances, tout ça. Après, moi, je fais beaucoup au ressenti. Hein. C'est vrai que des fois, je lis beaucoup de choses, des techniques ou quoi, et puis des fois, je le fais un peu comme je le sens. Donc, je dirais surtout faire au ressenti. Et puis, c'est quelque chose de très très accessible. Hein. Suffit qu'on soit passionné, qu'on s'y intéresse un petit peu. Il suffit qu'on se fasse un petit peu aider peut-être au début pour les quelques connaissances techniques ou quoi. Mais comme je disais, avec les réseaux sociaux, etc., on peut très très facilement semer des arbres, etc., sans être professionnel. Hein. Moi, souvent, ceux que je vois, ceux qui ont des très beaux jardins, tout ça, ils viennent pas de formation de pépiniériste ou quoi. Ils arrivent très bien à faire germer des arbres, etc. Après, c'est vrai que la formation, moi, je pense, m'a apporté pas mal par rapport peut-être aussi à la rigueur. Enfin, tu vois, par rapport à comment je sème, etc. C'est un côté un peu, on va dire, professionnel. Après, chacun est libre chez soi de faire un peu comme il veut. Hein. Faut le faire avec passion et puis. Ça serait quoi le conseil que tu pourrais donner à une personne qui nous écoute là, qui aurait envie de se lancer? Dans le semis, c'est ce que je vais redire, hein, mais c'est. De toute façon, il faut s'inspirer de la nature. C'est pas la peine d'aller. Je vois des fois, il y en a qui disent oui, il faut les plonger dans l'acide, les graines, etc. Non, il faut simplement reproduire comme la nature elle fait. Donc semer à l'automne dans des pots pour les arbres et les arbustes le plus profond possible. Et puis après, c'est de l'arrosage dès le printemps. Il y a rien de plus simple. Hein. Et puis ensuite, de la patience et de la patience surtout. D'accord. Donc ouais, là par exemple. Toutes les pommes et les poires que les gens vont manger là dans les semaines qui viennent, ils peuvent les mettre dans un pot et attendre de voir si ça sera repoussé au printemps ou pas, quoi. Ouais, bien sûr, ouais, s'ils arrivent à trouver les graines. Après, ce qu'il faut savoir pour les variétés un peu de pommes comme ça qui sont sélectionnées, le semis, en fait, il va pas forcément redonner exactement la même plante que la pomme que vous avez croquée, par exemple, pour tout ce qui est pommes, poires, etc. Donc ça va être quelque chose de très aléatoire, le semis. C'est ce qui permet aussi de créer la diversité génétique. C'est-à-dire que semer une plante, on va pouvoir peut-être avoir des pommes rouges, des pommes jaunes, etc. Donc on n'aura pas exactement le même pommier, mais oui, ça donne tout à fait. Toute graine, de toute façon, donne une plante. Hein. Donc s'ils veulent, par exemple, manger une pomme là, ils peuvent très bien mettre les graines, les semer dans un petit peu de terreau, un petit peu de sable, les mettre les graines et un petit peu de sable, et puis voilà. Merci beaucoup de m'avoir répondu, Clément. De rien, Thibaut. Avec plaisir. Et à bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Il y a une autre façon de reproduire les végétaux. Elle est un peu plus technique et elle s'appelle la greffe. En fait, il faut savoir que la majorité des arbres fruitiers sont des arbres greffés. On va d'abord choisir un arbre très résistant aux maladies, très solide, qui va être le porte-greffe. Et là-dessus, on va greffer des branches de variétés qui font des bons fruits. Comme ça, on a le beurre et l'argent du beurre. On a un arbre qui est peu sujet aux maladies et dont les branches donnent de très bons fruits. Ce qui est étonnant, c'est que quand on s'y connaît bien, on peut réussir à greffer ensemble des arbres qui ne sont pas du tout la même espèce. L'un des spécialistes français de ces prouesses s'appelle Maurice Chaudière. Il a 93 ans et depuis des dizaines d'années, il s'amuse à greffer des branches d'arbres fruitiers sur les arbres qu'il croise dans la nature, notamment en Ardèche. Dans son livre publié aux éditions Terran, qui s'appelle « De greffe en greffe, la forêt fruitière », il raconte qu'il arrive à faire des greffes incroyables, comme des poiriers sur des aubépines, des oliviers sur des frênes ou des châtaigniers sur des chênes. Son but, c'est de rendre fertile la garrigue sauvage autour de chez lui. J'ai donc interviewé celui qu'on appelle le fou de la greffe, pour qu'il nous donne ses conseils. Ce que je dis souvent, c'est qu'une greffe, c'est l'expression de la pire des barbaries. C'est un attentat à la vitalité sauvage des plantes, puisque on désigne un arbre qui est dans un écotype, qui est dans son écosystème, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rien demandé à personne pour exister, et nous sommes assez cultivés, c'est-à-dire dégradés, pour avoir envie de manger autre chose que ce qu'il produit.
Je prends un exemple. L'aubépine, elle produit une fennelle, une toute petite baie, pas très savoureuse, mangeable, mais enfin, Et là-dessus, si je greffe, je peux ramasser des poires, des nefs, et des tas de choses qui correspondent finalement à l'éducation que j'ai eue de mon propre palais, par ma culture, par mon éducation. Voilà, donc la greffe, c'est cette entreprise violente qui consiste à imposer la culture à la nature. Comment la plante hôte fait pour accepter et faire vivre le greffon qu'on ajoute ? Alors là, bien sûr, il y a une part de culture, c'est-à-dire que le greffeur doit savoir s'il y a une affinité quelconque entre les deux, si elles sont bien de la même famille déjà, mais même être de la même famille, ça suffit pas, parce qu'il n'y a pas toujours des affinités évidentes entre deux plantes de même famille. En gros, il y a famille, genre, espèce, et donc on greffe des plantes du même genre, en général. Mais moi, je me paye le luxe de faire des greffes intergénériques. Je suis très curieux, donc je tente le possible. Mais je reste dans la famille, bien sûr. Est-ce que vous pouvez me donner quelques exemples de greffes de plantes qui ne sont pas du même genre et qui peuvent être greffées ? Oui, par exemple, je greffais le tabac du Pérou, qui est une solanacée, avec, alors attendez que je réfléchisse. Avec des aubergines, c'est ça, non ? Oui, c'est ça, avec des aubergines. Heureusement que vous êtes là pour me secourir. Et avec des aubergines. Alors c'est très spectaculaire parce que le tabac du Pérou, il fait des tout petits fruits toxiques, en grappes minuscules, jaunes, non pulpeux, bourrés de graines. Et tout d'un coup, là-dessus, j'ai une aubergine qui peut peser 1 livre et qui est superbe. Voilà, ça m'amuse. Je dois avoir le goût des chimères, mais en même temps, je suis quand même assez réaliste. J'ai envie que ce soit bon à manger et je les mange. Et comment vous avez découvert et comment vous avez commencé à greffer ? C'était avec un figuier, c'est ça ? C'est ça. J'étais petit et j'ai vu mon père, je me souviens, j'étais dans un jardin avec lui, et puis je lui dis, tu as vu ce figuier ? Alors c'était une plante qui faisait pas un demi-centimètre de haut, avec une toute petite feuille. Alors il m'a un peu rabroué, il m'a dit, mais voyons, un figuier, c'est pas comme ça, mon fils, ça fait des grosses feuilles. Et alors j'ai coupé une feuille avec mes ongles, je l'ai froissé, je l'ai senti, puis je lui ai fait sentir. Et alors là, stupéfait, il m'a dit, mais oui, c'est un figuier. Alors du coup, il a pris ce petit plant, qui faisait pas 1 centimètre de haut, il l'a mis dans un pot, il l'a cultivé, et quand le plant s'est très bien développé, et qu'il a fait 50 centimètres, il l'a greffé. Et là, c'est moi qui étais au spectacle. Alors j'étais stupéfait de le voir fendre l'écorce, prélever un œil sur un autre figuier et insérer, et c'est une greffe en T, sous l'écorce, le bourgeon. Et évidemment, ça a donné un très beau figuier, et qui était le mien. On l'a baptisé le figuier de Maurice. Et il a donné des figues magnifiques, des figues fleurs énormes. Alors voilà, c'est mon apprentissage, évidemment. Donc j'étais concerné et émerveillé. Voilà. Et pourquoi il avait décidé de le greffer, ce figuier ? Parce que le figuier, quand il pousse seul, on ne sait pas de quel sexe il est. S'il va être mâle ou femelle. Alors s'il est mâle, il fait jamais de figues. Ou il fait plein de figues, mais immangeables. Ils sont jamais sucrés. Et donc, les figuiers, en général, où on les bouture. Et la bouture transmet le sexe, donc on bouture des femelles, ou bien on greffe ceux dont on ne connaît pas le sexe, éventuellement des mâles. Voilà, donc il savait ça. Donc pour être assuré que mon petit figuier produit des bonnes figues, il a pris un greffon sur un arbre femelle, oui. Ouais. Et vous avez eu un projet dans la garrigue près de chez vous ? Oui. Vous avez décidé de greffer des plantes sauvages avec des variétés cultivées ? Oui. Et donc, comme un jour, j'étais en train de greffer dans une garrigue, il y a quelqu'un qui se trouvait... C'était un stage, j'apprenais à greffer. Et cette personne faisait partie de l'ONF, de l'Office national des forêts. Alors, il en a parlé à son administration en disant, il y a quelqu'un qui transforme la garrigue. Alors, les gens de l'ONF m'ont consulté et ils m'ont dit, mais si vous voulez, on vous donne plusieurs hectares de friches incultes sur lesquelles on ne peut pas planter des pins et on peut rien en faire, mais si vous voulez les greffer, vous pouvez. Alors, j'ai dit, d'accord, mais j'ai transformé cette garrigue.
Et ça a marché, évidemment, puisque je sais greffer. Donc les térébins, qui font des petits fruits immangeables, je vais les transformer en pistachiers. Or la pistache, ça coûte très cher. Et donc j'ai eu plein de pistachiers, et puis plein d'autres choses comme ça. Enfin, bref. Les térébins, c'est un arbre qu'on trouve beaucoup dans le coin, justement, autour de Marseille, c'est ça? Oui, beaucoup, dans le Midi, oui. Jusqu'à une certaine latitude. Mais c'est un arbre qui aime bien la proximité trop grande de la mer, parce qu'il y a un autre térébin, c'est le lentisque. Le lentisque, lui, on dirait qu'il aime le sel. Il aime être tout près de la mer. Mais il est réputé ingreffable. Alors, comme je suis vindicatif, évidemment, moi, je l'ai greffé. Les gens sont venus de très loin, photographier, etc., pour voir la transformation de cette garrigue par la greffe. En particulier, la greffe d'un châtaignier sur un chêne vert. Parce que c'était quand même des greffes audacieuses. Et magnifiques. Alors là, j'ai jamais compris d'où venait cette affinité. Un chêne vert avec des petites feuilles épineuses, persistantes. Et tout d'un coup, je greffe des feuilles magnifiques, très grandes, une vitalité extraordinaire, avec des bourgeons floraux et tout. Voilà, c'est un côté magique, la greffe. Et tout à l'heure, vous disiez que c'était une forme de violence de greffer? Oui, imaginez visuellement la chose. Pour greffer, très souvent, un arbre, je le couronne, c'est-à-dire je le coupe carrément, perpendiculaire au tronc, et là, je vais greffer sous les écorces que je soulève, je vais lui mettre plusieurs greffons, c'est ce qu'on appelle la greffe en couronne. Donc c'est une violence, je sais pas si vous voyez la chose, mais c'est assez terrible, quoi. Je peux pas vivre autrement que dans la proximité de la nature, en essayant toujours de pas trop la dégrader. Parce que autour de chez moi, par la fenêtre, on voit des terrains labourés, et il n'y a aucune herbe qui pousse. C'est désherbé, c'est traité à mort. Et par contre, les limites de mon terrain, moi j'ai 2 hectares, c'est le contraire. C'est jamais labouré, et c'est plein de plantes sauvages, dont j'essaie de m'accommoder. La plus grande violence que je fasse au milieu, moi, c'est la greffe. Mais quand on greffe, on n'a pas besoin d'arracher la plante, de lui couper les racines, etc., etc. Donc la greffe est une violence, mais en même temps, elle représente un certain respect du milieu, des racines. Justement, si quelqu'un a envie de commencer à greffer et qu'il n'y connaît rien du tout, ça serait quoi pour vous le premier conseil à lui donner? L'idéal, c'est qu'il fasse un stage d'apprentissage avec un greffeur renommé, enfin quelqu'un qui réussisse bien ses greffes, parce que il y a des gens qui s'essayent au greffage et qui ratent tout. Ça m'est arrivé, d'avoir des gens vraiment pas doués et qui rataient tout ce qu'ils entreprenaient. On fait pas ça n'importe comment, ni n'importe quand. Il faut connaître les familles, il faut connaître beaucoup de choses, quoi. Je retiens que les 3 choses à savoir bien respecter, c'est déjà bien connaître la famille des plantes qu'on veut greffer. Ensuite, respecter la saison. Il y a une saison pour le faire. Oui. Et la 3e chose, c'est de bien connaître les gestes. Ce sont des gestes très techniques qu'il faut savoir appliquer. Merci beaucoup pour votre temps et vos explications. Oui, c'est moi. Merci à vous qui avez écouté ce programme. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à le partager ou à mettre une bonne note sur votre application de podcast. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, cultivez bien. Binge Audio.